Spiegel, a.k.a. Spike Jonze, dont son nom est inspiré par le musicien Spike Jonze avec un S à la fin, né le 22 octobre 1969. Ce personnage est un réalisateur, acteur, producteur et scénariste de films de la nouvelle âge d'Hollywood. Très jeune, Spike Jonze aime le skateboard et ça va beaucoup l'inspirer à faire des films. Donc la caméra et le skateboard, ça donne plusieurs mini-films de skateboard en entier. C'est justement ce style-là qui va beaucoup l'inspirer et le pousser à produire Jackass, dont son style est très remarqué derrière les productions. Son premier film, c'est Being John Malkovich, qui sort à la fin des années 90 et qui connaît un gros succès critique. Ça marque aussi sa première des 3 collaborations qu'il va faire avec Charlie Kaufman, 2 en tant que réalisateur scénariste et une dernière qui est réalisateur producteur. Au début des années 2000, il joue dans son premier film vraiment au grand écran aux côtés de George Clooney, Ice Cube et Mark Wahlberg avec un des meilleurs films de guerre jamais tournés qui s'appelle Three Kings de David O. Russell. Sinon aussi, le réalisateur va fréquenter pendant un long moment Sofia Coppola qui est la réalisatrice de Lost in Translation et cette relation-là, quand elle va se terminer, ça va beaucoup inspirer Sofia Coppola à faire le film Lost in Translation, évidemment. Et c'est aussi Spike Jonze qui va réaliser cette fameuse pub pour le HomePod de Apple. Donc cette fameuse publicité dansante avec beaucoup de couleurs flashy, etc. Je pense que beaucoup de gens l'ont dû la voir. C'est Spike Jonze qui est derrière ce projet-là. Et bien évidemment, Spike Jonze est récompensé d'un Oscar pour le meilleur scénario original avec son dernier film, Earth. Donc voilà, aujourd'hui on est là pour repasser la mini-carrière. Au niveau cinéma, on va pas s'attarder sur les courts-métrages, les vidéoclips, etc. On va vraiment s'accorder vraiment à ces 4 films qui sont Being John Malkovich, Adaptation, Where the White Things Are et Earth. Bienvenue à ce nouveau Rank Worst to Best de réalisateurs. Après avoir parlé de Nolan et de Sergio Leone, maintenant c'est au tour de se concentrer à un mini réalisateur indépendant. Mini dans un sens, je veux dire pas trop connu, mais qui est quand même grand dans un style. Et voilà, c'est parti, sans plus attendre, avec la 4e position. 4e position, Being John Malkovich. There's a tiny door in my office, Maxine, and it takes you inside John Malkovich. Donc ceux qui connaissent un peu la carrière de Spike Jonze, ils vont probablement me dire va péter. Parce que oui, Being John Malkovich, c'est reconnu et réputé comme être le plus grand film de Spike Jonze avec eux. Non, je ne vous contredis absolument pas. Spike Jonze est un réalisateur qui a fait pour moi 0 mauvais film. Ces 4 films sont même excellents. Being John Malkovich ne fait pas exception. C'est un excellent film, mais pour moi qui n'est pas venu me chercher assez avec les messages qui sont pas venus venir me chercher, est-ce que c'est la faute du film? Absolument pas du tout. C'est probablement moi, vu que c'est peut-être pas un film qui était peut-être destiné à une personne de mon âge, qui a peut-être moins accroché au message du film. Donc pour ceux qui sont intéressés par ce film, ça raconte l'histoire de Craig qui va être engagé dans un endroit, donc dans une entreprise qui est située entre le 7e et le 8e étage d'un building. Et en travaillant, en passant une mauvaise journée, il va découvrir une porte qui va le relier dans la tête de John Malkovich. Mais il peut pas prendre possession de son corps, etc. Il fait juste vivre dans sa tête. Charlie Kaufman signe son premier vrai scénario et c'est sa première collaboration avec Spike Jonze et c'est un script qui est profond. Dans ses personnages, on a vraiment une grosse étude de personnages. C'est un film qui est subtil mais à la fois qui est très spécial, qui est très unique. On a un film on va pas voir ça 2 fois dans nos vies. C'est hyper original. Des films comme ça se fait plus et j'en ai rarement vu. Donc ça a le mérite pour moi d'être un des films les plus originaux que j'aurai jamais écouté. Donc Being John Malkovich, à part son histoire de base très originale, spéciale et farfelue un peu à certains moments, c'est un film qui va beaucoup parler et le plus gros message du film, c'est la sexualité. Donc, il y a des personnages qui sont épuisés car ils ont plus de vie sexuelle, d'autres qui en profitent de d'autres gens pour en avoir une. Tout ça, mélangé des fois avec un triangle amoureux, etc. Tout tourne autour principalement de l'amour. Si on parle aussi rapidement de la mise en scène de Spike Jonze, c'est son director debut et il a un style vraiment mis sur papier absolument magnifique. On a ce style très chic et calme et aussi c'est un réalisateur Spike Jonze est un réalisateur qui aime beaucoup mélanger la réalité et la fiction ensemble. Donc des histoires, des fois qui sont mélangées à des milieux normaux, mais avec une petite twist carrément inimaginable, vraiment
irréel. Et c'est ça que ça va faire comme un peu des fois des traitements avec les personnages. Et vraiment, ça on va en reparler plus tard dans la vidéo, mais ça revient beaucoup de fois dans son cinéma. Spike Jonze est aussi un réalisateur qui aime beaucoup jouer avec ses mouvements de caméra. Donc ceux qui connaissent un peu son cinéma, il aime beaucoup le style shaky cam. Et il aime ça choisir des styles, vraiment certaines différences de mouvements de caméra selon la situation de la scène. Et ça, c'est vraiment bien marqué dans Being John Malkovich. C'est aussi un film cinématographiquement qui est pas très coloré et ça se voit parce que les personnages dans le film sont pas super tous heureux dans la vie. Donc c'est pour ça qu'on va avoir rarement des grosses couleurs, même quasiment, je vais être honnête, quasiment même jamais. Mais pour autant, c'est pas forcément un film dark, c'est un film qui apporte une certaine touche d'humoristique par son scénario qui est très spécial, un peu loufoque. Mais voilà, c'est quand même une trame de fond en globalité que c'est un film assez triste. Donc on voit que les personnages ne sont pas capables d'accomplir leur vie. Tu vois qu'il leur manque quelque chose. Et c'est à dire que c'est comme John Malkovich qui va remplir un peu les intérêts de tout le monde. Et ça, c'est vraiment très bien écrit. Donc, Being John Malkovich est un film pour moi absolument remarquable qui doit être vu, mais qui peut toucher certaines personnes comme d'autres ne vont pas être très recherchées par ce film-là. Je peux comprendre. Moi, un peu dans les thématiques, les émotions, c'est moins venu me chercher, mais j'ai été sublimé par la mise en scène qui est très bonne et le scénario qui vaut de l'or. Donc, je vous conseille Being John Malkovich. C'est en gros un film très bon. Troisième position, Where the Wild Things Are. Where the Wild Things Are raconte l'histoire de Max, qui est un enfant qui n'a pas d'amis et qui est un enfant qui a de la misère à s'adapter socialement. Et un jour, après une chicane avec sa mère, il va décider de partir dans un bateau et il va se ramasser sur une île avec des genres de monstres. Where the Wild Things Are fait partie des deux films pour moi, vraiment beaucoup d'émotions de Spike Jonze. Donc on voit que le film n'est pas écrit par Charlie Kaufman et c'est le troisième film qu'il fait dans sa carrière et ce n'est pas écrit avec Charlie Kaufman, c'est vraiment un film qui est écrit lui-même avec une autre personne dont j'ai oublié le nom. Voilà, donc on voit que ce film-là est beaucoup plus fort, beaucoup plus émotionnel. Est-ce que pour autant c'est un défaut? Absolument pas. Parce que l'émotion dans ce film-là, elle est extraordinaire. Dans le fond, Where the Wild Things Are, c'est un film qui va beaucoup parler de l'identité, de l'enfance, de la nostalgie. C'est un film qui va déborder d'imagination comme son personnage principal. On dirait qu'on vit dans la tête de Max. Il n'y a pas de voix off, il n'y a pas rien, mais on vit dans sa tête. On se sent triste parce que c'est peut-être l'enfance qu'on aurait vécu ou des affaires comme ça. Ça nous rappelle beaucoup l'enfance. La nostalgie, c'est de ça que le film parle. Et malheureusement, c'est peut-être à cause de ça que le film s'est fait mal comprendre et n'a pas trouvé son public. Je vous explique, Where the Wild Things Are n'est pas un film pour enfants, mais un film sur l'enfance. Parce que le film fait un peu peur avec ces monstres, et c'est le but. Donc c'est pas un film pour les enfants. Et les adultes, quand ils voient la bande-annonce du film, ben ils se disent « Ok, ben il y a des monstres, c'est un film pour enfants, nanana, mais absolument pas. C'est un film pour vous les adultes, pour vous rappeler que l'enfance, il faut pas l'oublier. Et ça arrive d'être nostalgique, c'est normal. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est très triste que le film soit très sous-coté parce qu'il n'a jamais connu son public. Et comme promis, c'est là que je vais aller reparler du mélange entre la réalité et la fiction des deux films. Et c'est là que c'est le summum de ce que je vous dis. La réalité et la fiction est hyper bien mélangée dans ce film. On voit qu'on a le monde réel de Max qui a de la misère à s'adapter et la fiction dans ce monde de monstres qui sert de thérapie pour le personnage de Max et aussi le personnage de Carol qui est un monstre qui a il a perdu beaucoup au début du film et à la fin tu vois que Max ça va lui servir un peu de thérapie. On dirait que le film c'est comme une thérapie pour tous les personnages. Et ça, c'est hyper bien fait. Le film est hyper honnête, c'est hyper sensible. Ça a un côté humoristique, ça a un côté aimable, ça a un côté hyper touchant, ça a un côté colérique. On passe devant toutes les émotions dans ce film-là et c'est hyper honnête, c'est super bien dosé, c'est hyper pas exagéré. Donc. Et si on parle de la mise en scène de Spike Jonze, il a compris de quoi qu'il parlait comme film. C'est un film qui gère la shaky cam parfaitement. Donc on suit vraiment la tête de Max. Quand Max vit des moments plus tranquilles, qui est tout seul, ça va être très pas serré. On dirait qu'on va avoir souvent un recul sur le personnage de Max, mais ça va être souvent très stable. Mais quand Max joue avec les monstres, quand au début du film, Max est fou, il est énergique, il veut jouer, il veut se trouver des amis avec qui jouer, c'est très shaky cam. Donc je trouve que le gérage entre les mouvements de caméra du film et ces moments plus tranquilles, les plans fixes, c'est mais géré avec une main de maître.
Donc ça nous donne des scènes qui sont hyper marquantes par leur énergie et des fois par leur tristesse à certains moments. On dirait que les plans coulent des larmes quand c'est des moments dramatiques et les plans sont énergiques, sautent partout quand ça l'est. Et ça, c'est hyper bien géré. Donc Where the Wild Things Are, je vous le conseille grandement. C'est un film qui est sorti en 2010, donc ça fait une bonne dizaine d'années que c'est sorti. C'est hyper bon. Ça dure 1h40, je vous le conseille. C'est un film que ceux qui veulent pleurer, qui veulent rire, qui veulent passer un très très bon, mais inoubliable moment, Where the Wild Things Are est le film pour vous. Deuxième position, Her. Hello, I'm here. Hi. Hi, I'm Samantha. Her est un film absolument grandiose. C'est un des meilleurs films de la décennie passée et quand je l'avais vu pour la première fois il y a 2 ans de ça, ça m'a mis dans le film tellement qu'il était fort, m'a mis dans un sentiment de tristesse pendant au moins une bonne 1-2 jours. J'exagère vraiment pas beaucoup, c'est vraiment, je l'exagère même pas du tout, c'est vraiment des faits que je vous dis. Et quand je l'ai revu pour la vidéo, j'étais heureux. C'est justement comment ce film-là a des perceptions selon l'âge, selon ce qu'on vit, selon tout, selon notre personne. Le film va réagir différemment. Et c'est là la force de Her. C'est tellement un film qui peut être précis dans certains moments, mais qui peut être général dans notre appréciation, que c'est même quasiment impossible de dire « j'ai détesté Her ». C'est quasiment impossible. Donc, je vous raconte l'histoire. Théodore vient de sortir d'un divorce avec sa femme et ça fait quasiment 1 an de ça. Il vit très très mal, mais une nouvelle plateforme de technologie d'assistance artificielle nommée iOS va sortir une nouvelle plateforme. Et là, lui va s'inscrire, il va faire la rencontre de Samantha qu'il a programmé lui-même. Et là, va connecter entre ces deux personnages-là et il va avoir une histoire d'amour. Her fait aussi très référence entre le passage entre la réalité et la fiction, mais là, c'est un petit peu moins présent parce que c'est beaucoup plus réel que fictionnel parce que le film se passe en 2025, donc c'est très près de notre réalité et c'est un film aussi qui est vraiment actuel, donc avec la présence des réseaux sociaux, les relations à longue distance, les gens aussi dans le film est tellement bien organisé que quand Théodore sort dehors, tous les gens ont leur tête baissée, connectés sur leur téléphone. Il y a beaucoup de plans comme ça dans le film. C'est très fort au niveau là-dessus. C'est un film beaucoup actuel. Et niveau thématique, pour ce film-là, Spike Jonze mélange tous ses films. L'identité, la sexualité, la nostalgie, il mélange tout. Nostalgie, comme par exemple avec la relation qu'il a eue avec sa femme. Sexualité, parce que il dit souvent dans le film, il est en manque, il se sent seul, il fait rien. Et on a l'identité parce que Théodore est perdu dans ce nouveau monde. Dans ce monde-là, il est complètement perdu. Et voilà. Donc voilà pourquoi on dirait que les 3 films qu'il a fait auparavant sont comme mélangés pour donner Her. Et le film est très réel. Vraiment, je trouve que les émotions sont super belles dans le film. Et c'est aussi un film qui n'est pas écrit avec Charlie Kaufman, c'est seulement le Spike Jonze. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'émotions comme Where the Wild Things Are. Et on voit qu'on rentre facilement dans la peau de Théodore. On a tous vécu une situation dans la vie que Théodore a vécu, que ce soit être perdu, avoir de la peine, sentir de la nostalgie, qu'on a une relation qu'on a avec quelqu'un. C'est vraiment un personnage qui est très humain et on peut pas enlever le doute. Voilà, Joaquin Phoenix, il fait une performance de maître et c'est lui aussi qui amplifie, qui est connecté avec ce personnage-là et c'est vraiment excellent. Petit aussi clin d'œil à Scarlett Johansson qui prête la voix de Samantha qui est aussi parfaite, qui fait une de ses meilleures performances même si on la voit jamais en réel dans le film. Ici on parle de la mise en scène de Spike Jonze, donc je vais vous le dire, cinématographiquement c'est Hoyte Van Hoytema qui a fait la cinématographie, donc c'est lui qui a fait la cinématographie des 3 derniers films de Nolan, donc Tenet, Interstellar et Dunkirk. Et là, Hoyte Van Hoytema, il signe une des meilleures cinématographies que j'ai vues dans un film de ma vie. Oui, vous m'avez bien entendu, une des meilleures cinématographies que j'ai vues dans ma vie. On voit que Spike Jonze a joué la carte là-dessus. Ça va être très noir quand Théodore va être tout seul, dans son lit, dans son appartement, regarder les petites étincelles de lumière qu'il y a. Le dosage de couleurs est super bien fait. Quand il va être dehors, quand il va être avec Samantha, surtout, il va avoir beaucoup de couleurs, ça va être très beau. Ça va ressortir souvent le rouge à cause de l'amour, donc souvent, mais comme un peu subtilement. C'est un film qui est super beau là-dessus. Les images sont à croquer, comment elles sont belles visuellement. Spike Jonze aussi gère parfaitement son style. C'est super beau, même si c'est un film un peu plus tranquille que ce qu'il a fait avant. Par exemple, c'est moins shaky cam que Where the Wild Things Are, mais ça reste hyper beau pareil.
Donc, sorti en 2014, reste pour moi un des films les plus beaux et plus forts que j'aurai jamais vu. Ça fait partie de mes films préférés dans mon top 100, facile comme Where the Wild Things Are et le film qui suit. C'est vraiment un film très fort que beaucoup de gens doivent voir aussi. C'est un film qui parle, comme The Social Network, qui parle beaucoup mieux par exemple, un documentaire sur les réseaux sociaux. C'est plus fort, c'est plus vrai et les performances d'acteurs sont super belles. Et Spike Jonze signe une réalisation de maître comme d'habitude. Donc, je vous le conseille. Première position, Adaptation. To begin, coffee would help me think. Coffee and a muffin. Adaptation, fait partie de mon top 20 de mes films préférés de tous les temps. Et il y a plusieurs raisons pour ça. Parce que Adaptation, c'est tellement un film unique et extraordinairement bien réussi qui parle très très fort, mais sans trop exagérer. Adaptation reste une des meilleures adaptations, si c'est pas la meilleure adaptation d'un livre que j'ai lu de ma vie. Que j'ai vu, pardon, de ma vie. L'histoire, Charlie Kaufman essaie d'écrire une adaptation d'un livre, mais il est perdu, il sait pas comment faire, il veut faire autant bon que le livre. Donc, il va essayer de s'encombrer lui-même dans son scénario de son film et va s'en suivre aussi l'histoire avec son frère jumeau. Et vraiment, on va suivre aussi en tant que tel vraiment la vraie histoire du livre, donc avec Susan et le chasseur d'orchidées. Donc, Adaptation, c'est comme, si vous voulez voir comme ça, c'est comme une thérapie, comme quasiment toute la filmographie de Spike Jonze, okay, de 1h55, qui parle de rêve, de valeurs et d'identité. Donc là, c'est le film de Spike Jonze qui parle de l'identité. Donc, Charlie Kaufman est un personnage qui est très inapte niveau social. Donc, c'est un personnage qui est très seul, qui se sent seul, qui est déprimé, qui se renforme sur lui-même, qui est perdu sur la vision du monde. Et c'est aussi un personnage qui est très jaloux à cause de son frère, qui lui connaît un meilleur succès que lui l'est en ce moment en train d'écrire le scénario du film. Donc voilà. Et en plus, comment le film est écrit, c'est très 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 fort parce que Charlie Kaufman, il écrit à propos de lui-même et il va mettre la voix off. Donc on voit que tout est comprenable, tout est bien comprenable. On rentre dans la peau, dans le personnage de Charlie Kaufman et ça c'est très très bien réussi. Et c'est vraiment fort comment le film aussi est écrit parce qu'on dirait que c'est comme Charlie Kaufman, comme s'il avait écrit le scénario, en essayant d'écrire l'adaptation du livre, c'est incroyablement fort comme film, c'est écrit avec une main de génie, c'est incroyable comment Charlie Kaufman nous prouve que c'est un des meilleurs scénaristes depuis ces dernières années, même si je n'étais pas friand de son film I'm Thinking of Ending Things, ben il a prouvé avec Adaptation et Being John Malkovich que c'est un scénariste bourré de talent, il sait comment écrire un film, il sait comment écrire des personnages, il sait comment écrire des situations, il sait comment gérer les émotions, donc sans être trop tire-larmes, sans être trop tire-émotions, mais qui est réel, qui est vrai, qui est selon nos personnages et selon notre perception du film. Et ça, c'est hyper bien écrit là-dessus, ça, aucun doute. Donc, qu'est-ce que je dois vous dire? C'est que Nicolas Cage brille de talent dans ce film-là en jouant Charlie et Donald, comment il s'approprie un personnage, joue d'une différente manière. Et après ça, t'as Charlie, dans les deux, des fois, sont dans le même plan et t'as deux acteurs différents. Et ça, c'est hyper bien joué. Bravo Nicolas Cage. C'est la performance du film. On a aussi Chris Cooper qui a gagné un Oscar pour ce film-là, qui est très bon. Et on a Meryl Streep qui est aussi formidable comme d'habitude. Donc la mise en scène de Spike Jonze est très particulière pour ce film-là parce que dans le fond, dans Adaptation, on reste surtout à hauteur d'homme. Donc on voit que Charlie Kaufman et Spike Jonze ont bien communiqué sur comment faire le film parce qu'on reste dans la bulle de Charlie. On n'essaie pas de s'évader, de rester loin dans les plans. On reste souvent à hauteur d'homme. Ça veut jamais trop rester loin de nos personnages. Ça veut rester très proche pour qu'on soit dans nos bulles, qu'on soit focusé sur la mentalité des personnages. Et on a aussi des fois, je pense, une ou deux scènes dans le film qui vont vraiment filmer l'orchidée de manière très slow-mo, ralentie. Et ces scènes-là vont être très très blanc pétant. Comme par exemple au début du film, quand Chris Cooper essaie de chercher l'orchidée, puis là tu la vois, puis là on dirait que le blanc prend beaucoup d'espace dans le plan. On dirait que ça fait comme nous garder, fait comme la même impression que quand nous on regarde l'orchidée, que comme quand les personnages sont comme juste émerveillés. Et après ça, encore une fois, on a encore ce style très chic-cam qui va revenir dans le film. Donc, Adaptation est pour moi l'un des meilleurs films de tous les temps, sans aucun doute. C'est un film extraordinaire et c'est pour moi la meilleure adaptation d'un livre jamais écrit. C'est vraiment bien adapté. Donc, on est bien attaché à l'histoire vraiment du livre, comme on est aussi attaché au personnage de Charlie. Le mélange entre les deux est très fort. Et ça prenait des couilles pour écrire un film comme ça et Charlie Kaufman prend le défi haut la main
et il réussit. Bref, Adaptation, allez écouter ça, c'est le meilleur film de Spike Jonze pour moi. Je suis pas sûr qu'il va faire mieux que ça, à moins que j'espère que son prochain film, qui j'espère va sortir bientôt, à m'emmener. Ça fait 7-8 ans qu'on attend ça. Bref, donc j'ai très hâte de voir ça. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo de Spike Jonze. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et ceux qui sont passés jusqu'au bout ici, merci. Je sais que je vais avoir passé beaucoup de temps au montage sur cette vidéo-là. Je vais faire vraiment une vidéo très très unique et spéciale. Donc j'espère que vous avez aimé. Donc sur ce, on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!